Ok. Donc déjà, je vais commencer par la deuxième phrase qui est écrite dans la paracha de Shemot. Et Shemot, il y a écrit Vayi kol nefesh yatsa erer Yaakov shivim nefashot et Veyosef aya bemitzraim. Ça veut dire en gros que pendant la sortie d'Égypte, à ce moment, excusez-moi, à la fin quand Yaakov il est monté en Égypte, ils étaient 70 âmes. Maintenant, qui sont ces 70 âmes? Ces 70 âmes, c'est pas vraiment 70 personnes, parce que Yaakov, il a dit que pour rentrer en Égypte, il faut marier les personnes entre elles pour pas qu'il y ait de mariage avec les Égyptiens. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Même les personnes qui avaient dans sa famille 1 an ou 2 ans, et ils donnent des exemples, ils disent, ouais, il y en avait un, il s'appelait Eiton et Amoul, bref, c'est leur prénom. Ils avaient 1 an ou 2 ans, il les a mariés. À l'âge de 1 an et 2 ans, ils étaient mariés. Donc, en gros, il n'y a pas 70 âmes qui sont sorties, il y a 140 personnes, ok, le double. Mais pourquoi ils disent 70 âmes? Parce qu'ils disent, et ça c'est très beau, que l'homme n'est pas complet s'il n'est pas marié. Donc, un homme ne peut pas vaincre l'Égypte, ne peut pas vaincre une situation, ne peut pas vaincre l'exil, même un voyage, parce que là c'était juste un voyage, s'il n'est pas complet. Ok? Hachem ou Asalo, Ezer Kenegdo. Il a une aide face à lui, contre lui. Et donc, il a marié toutes ces personnes. Donc, la première chose qu'on apprend dans cette paracha, c'est qu'il y a 70 âmes, et on parle d'une paire d'âmes, de 140 personnes en fait. Donc, ils n'étaient pas 70, la famille de Jacob, ils étaient 140. Qui sont ces 140 personnes? Il y a les tribus qui sont comptées, donc il y a tous ses fils, il y a écrit après, maintenant ces fils ils sont morts. Oui, mais on dit dans la paracha que même s'ils sont morts, ils étaient tellement importants qu'ils sont comptés parmi les vivants. Donc là, ils les comptent. Ils ont dit, après ils expliquent que c'est comme des étoiles, donc ils doivent être comptés. Et pourquoi ils rajoutent Veyosef aya bemitzraim? Ça veut dire que, en gros, Yaakov, il est sorti avec sa famille, il est venu en Égypte, mais Yosef était en Égypte. Donc il est compté ou pas? Oui, il est compté parmi les 70 âmes. Donc, on est arrivé en Égypte, on était 70. Donc ça, c'est la première idée. Maintenant, l'histoire de l'exil en elle-même. Alors, la première phrase de la paracha, c'est Vechaya Vadam et sur Shemot. Déjà, on va prendre que le mot Vele Shemot. Ok? Vele Shemot. Déjà, ça commence par un Vav. Vele. Genre comme si qu'il y avait une continuité avec la paracha d'avant. Et Shemot, Vele Shemot, c'est quoi? Les 2 premiers mots, on apprend déjà une halakha. C'est quoi l'halakha? C'est si on prend les lettres Vav, Aleph, Lamed, He, qui sont Vele, et Shemot, les lettres de Shemot, ça fait Vechayav Adam, Lilmod, Aparacha, Shte Mikre, Vecha Targum. La première halakha, c'est l'homme devra apprendre la paracha, il devra la lire 2 fois et 1 fois sa traduction. Et ça, on l'a appris d'où? De l'étymologie du mot Vele et Shemot. On a eu déjà une halakha. Vous vous rendez compte? Déjà en 2 premiers mots. C'est comme Bereshit en fait. Rien que le bête de Bereshit, on peut écrire un livre entier sur la première lettre. Mais là, déjà, je me dis, un truc que vous pouvez raconter à votre mari Shabbat, vous dites Vele Shemot, c'est une halakha. Tu savais que c'était une halakha? Et là, il va dire oui, je sais. Et Khatagou, nanana, je sais. Maintenant, la période dans laquelle on se trouve maintenant, c'est la période Shovavim. Ok? Ça, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, ça fait quelques années que j'ai compris ce que c'était. Une personne Shovav, c'est une personne qui est. C'est quoi une personne Shovav? Qui est un peu. Comment on dit? Shovav, Ata Shovav, ouais, coquin. Voilà, une personne qui est un peu rebelle, on va dire. Et donc, c'est une période de 42 jours, ok? 42 Gematria Anabekoar. Bon, voilà, ça c'est un petit plus. Et c'est une période de 6 semaines de 6 parashiot. Shovavim, en fait, c'est Shin, Vav, Bet, Yud, Mem. Et c'est Shemot, Vayera, Bo, Béchalar, Itro et Mishpatim. Ok? S'il y a 2 Hadar, on rajoute 2 autres parashiot qui sont Trouma et Tetzavé. Maintenant, cette période-là de Shovavim, c'est une période pas sombre, mais on va dire que c'est la période de l'hiver où généralement les hommes, en général, font moins la Torah parce que le soleil se couche tôt, donc à 5 heures ils rentrent chez eux, donc ils sont moins dans les collèges, ils étudient moins parce qu'il fait moins jour jusqu'à 9 heures du soir comme en été où tu peux sortir. Shovavim, c'est la période où Hachem il dit, entre parenthèses, revenez fils rebelles, ça veut dire revenez à votre Torah. Et ça on le sait parce que cette période-là des 6 parashiot et des 6 semaines, c'est une période qui est très importante pour faire teshuva. On dit qu'il y a beaucoup de rabbanim, et ça j'ai vu dans beaucoup d'endroits, qui jeûnaient, par exemple le Baal à Pétek,
Rav Israël Dov au dessert, il jeûnait à cette période de 6 semaines parce que c'est une période qui est très très forte en Teshuvah. C'est la période où généralement les hommes ils quittent un peu la Torah et si justement ils arrivent à se maintenir dans cette doucha-là, dans ce moment-là sombre où ils ne sont pas actifs, et ben Hachem il va leur donner plus parce que justement c'est pas propice à étudier. Il fait froid, il fait moche, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie d'aller à des cours de Torah, t'as toutes les bonnes raisons météorologiques de pas venir à un cours de Torah en fait. Et donc ça c'est la période des Shovavim. Donc maintenant qu'on sait dans quelle période on est, on a commencé Shemot, Shovavim, 6 semaines. Et on sait maintenant qu'il y a 70 âmes qui sont entrées en Israël, ça c'est le début de la paracha. Et que Védé Shemot, on a appris une halakha. On a déjà appris 3 choses hyper importantes et 3 nocées. Qui est Moshe? Alors, ça, le Dmout de Moshe, on va beaucoup en parler. Déjà, Shemot, Shemot c'est les noms, mais Moshe c'est Shem, Hashem, Shem, He. Ok? Donc ça veut dire que dans son prénom à lui, il y a des nouveaux personnages qui rentrent en jeu, et dont Moshe, qui est le personnage principal du Sefer Shemot. Et là, dans son prénom, il y a le nouveau nom d'Hachem qui va être dévoilé, parce qu'on sait que jusqu'à maintenant, on disait Elohim pour parler de tout ce qui est matérialité. Ça veut dire, on parle de Elohim quand c'est la nature. Après, Hachem, il a un autre prénom quand c'est plus les djinim. Quand c'est le Rachamim, c'est un autre nom. Et tous ces noms-là d'Hachem, il y en a un qui a été découvert à ce moment-là de la paracha de Shemot, c'est le nom d'Hachem, quoi. Je ne peux pas dire lequel, mais vous avez compris, Yudke Vavke. Et dans le nom Moshe, même Shinhe, il y a Marloket, même Shammai et Hillel. C'est-à-dire que dans son prénom, il y a déjà un premier indice qui nous dit que Marloket, c'est une discussion, un débat ou même un désaccord entre Shammai et Hillel. On le sait, Shammai et Hillel. Hillel, il est plus chesed, il est plus dans la droiture, et Shammai, il est plus... non, justement, Shammai, il est plus dans la gvoura, c'est-à-dire, non, c'est comme ça. Genre, tu sais, il y a toujours 2 parents. Il y a la mère qui va te laisser tout faire, oh, vas-y ma fille, nanana. Et il y a le père qui est très dur comme ça. Voilà, donc c'est Hillel et Shammai, c'est pareil. Et c'est les deux posqués halakha. Donc à chaque fois qu'il y a une halakha, lui il va dire on fait comme ça, par exemple l'allumage des bougies de Hanouka, n'importe quelle loi, et on suit en ce moment Hillel, et on dit qu'après le Masher Bezrat Hashem, on va suivre Shammai. Donc voilà, donc ça c'est Moshe. Il est tout cool, Shammai. Non, justement, Shammai, c'est la Gvora. On ne suit pas Shammai et après. Non, on suit Hillel. Normalement, je crois. De quoi? Qu'on suit Hillel? Oui, on suit moins fort. Parce que nous, on est un Dor Khalash, on est une génération faible. Donc normalement, on suit. On suit Hillel. On suit. Parce qu'il est plus souple aussi. Voilà, c'est ça, parce qu'il est plus souple. Exactement. C'est la mère. T'as compris? On suit la mère pour l'instant, après on va suivre le père. Ça dépend, des fois, c'est ça. Ouais, ça, c'est l'équilibre d'un coup, tu vois. C'est ce qu'on avait parlé dans le cours, on avait fait, vous vous rappelez, le Chesed et la Gvora et tout. Voilà. Donc, Moshe, Shem Hashem, Marloket, Shammai, Hillel, et il y a aussi, Moshe, c'est Misinai, Shamu, Akol. Dans son prénom, même Shinhe, ça veut dire Hashem, Moshe, Kibel, Torah, Misinai. On sait que c'est le premier Pirkei Avot, première Mishnah des Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinai, même dans son prénom, même Shinhe, c'est Misinai Shamu Akol. Ça veut dire au Sinaï, ils ont tout entendu. Donc rien que dans son prénom, parce qu'on a dit Shemot, alors rien que dans son prénom, on voit que l'importance de donner un prénom à ses enfants, ça c'est une petite réflexion personnelle que j'ai notée entre parenthèses. Franchement, il y a des cours qui sont magnifiques, qui vous expliquent l'importance de donner un prénom à un enfant, par exemple... je sais pas si c'est Israël, c'est bien. Israël, c'est le Izoun, c'est l'équilibre, c'est le Tiferet. Il a la Gvoura, il a le Chesed, tu vois, c'est bien. Et bon, aussi, c'est le Baal Shem Tov, il s'appelle Israël, mais il s'appelle Baal Shem Tov, porteur d'un beau nom, d'un beau prénom, parce qu'il s'appelait Israël. Bon, il y a plein de choses comme ça, mais il faut faire très attention au nom qu'on va donner à nos enfants, Israël Hashem. Ceux qui ont déjà donné des mauvais noms à leurs enfants, c'est trop tard. Mais il paraît qu'Hachem aussi, il intervient. Barour, non, mais c'est que Hachem qui donne le prénom roi Elohim, tu vois. Mais après, s'il s'appelle Kevin, je suis désolée pour tous les Kevin, c'est pas très juste. Désolée si c'est un moment de... Non, mais bon, un prénom... voilà. Voilà, il n'y a pas de mashmaout, tu vois. Moi, je m'appelle Ethel, mais j'ai pas vraiment de mashmaout. J'ai demandé c'est quoi la signification de mon prénom.
Ils m'ont dit c'est un bon prénom, il y a des belles lettres, voilà, mais voilà. Mais en plus, en fonction du prénom, on peut déduire un caractère. Oui. Bon, alors ça va, s'il y a le nom d'Hachem, ça va. Ouais, le stylo beaucoup de gens, ils m'ont dit ça aussi. Bref. Et donc, juste pour terminer sur les prénoms, on peut aussi déduire le caractère d'une personne par rapport à son prénom. Ça veut dire, on dit, oh là là, les Sarah, elles sont toutes comme ça. Je dis pas ça, c'est un prénom général. Voilà. Ah ouais, non, mais elles ont toutes le même caractère, elles sont toutes comme ça et tout, voilà. Ah, là. Bref, donc ça, c'est sur le prénom Moshe. Alors, et on continue. Mais qui est cette génération qui a subi l'exil d'Égypte? Et c'est quoi tout ce processus et tout? Et là, ils continuent, ils nous disent que si on continue dans la première phrase, là, je me concentre que pour l'instant sur la première phrase pour vous montrer toute la mashmaout et l'importance que cette phrase, elle a sur... En fait, c'est le pilier, le socle pour le reste de la paracha. Ok, on est obligé de faire des bases solides pour construire un immeuble, on est d'accord? On fait des plans. C'est la période qui est la plus longue, en fait. Ce processus-là de mettre en place un projet, c'est plus long que la mise en place du projet lui-même, c'est-à-dire la construction du projet. Et donc, cette phrase, « Vele Shemot, Bene Israël, Abaim, Mimitzraïma, Et Yaakov, Ish ou Beito ». Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, on a 3 mots qui ressortent de cette phrase. Les 3 mots sont Tehilim, Mila et Teshuvah. Pourquoi? Parce que si on prend... tout ça, c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire vraiment, il faut se concentrer, juste lire noir sur blanc ce qu'il y a écrit. Et si on prend Vele Shemot, Bnei Israël, Abaim et Misraïma, c'est-à-dire les dernières lettres, on forme le mot Teilim, déjà. Ensuite, on forme aussi le mot Mila, en prenant à chaque fois les dernières lettres. Les dernières lettres, ça fait Mila, Teilim et Teshuvah. Maintenant, en une phrase, si on doit faire une phrase avec les mots Teilim, Teshuvah et Mila. Mila, c'est pas un mot, c'est Brit Mila. Ok? Donc, formuler une phrase avec, ça fait tout celui qui fait Teshuvah par les dommages causés par la Brit Mila devra dire ou lire les Teilim. Ok? Maintenant, la question est quel rapport entre la Teshuvah, la Brit Mila et les Teilim? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à ces lettres-là, en fait, cette première phrase de la Torah? Et en fait, tout est une question de réincarnation. Et là, on va expliquer c'est qui cette génération de l'exil d'Égypte. Déjà, le Harizal, il nous explique que tout ça, c'est de Sror HaChaim, le livre du Rav Shlomo Seror. Le Harizal, il nous explique que les Neshamot, qui étaient exilées en Égypte, elles sont revenues plusieurs fois. En fait, c'est un long processus comme de l'or. On est d'accord qu'il faut qu'il passe par plusieurs étapes et qu'il soit filtré pour qu'à la fin, il ressort le meilleur. Ok? Et donc, la première réincarnation de ces âmes, c'était la génération d'Adam Arishon. Alors, il faut savoir qu'Adam Arishon, une fois qu'il a fauté avec sa femme, les deux, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, il s'est séparé de sa femme. Combien de temps? 130 ans. Ok? Il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Voilà. On en apprend tous les jours. Ça, je suis contente. Donc, 130 ans, il s'est séparé de sa femme, il a jeûné, il a fait une grande teshuva pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme et après, il a eu 2 autres enfants avec elle. Et quand il s'est séparé de sa femme, il a mis une silice sur sa Brit Mila, donc il n'a pas eu de rapport avec sa femme, il a divorcé d'elle pendant 130 ans. Et là, on explique qu'il y a eu, pendant 130 ans, malheureusement, Zera Levatala. Ça veut dire qu'il a perdu un peu de sa semence pendant la Brit Mila. Et donc là, c'est la première génération, parce qu'elle était kadosh, en fait, cette semence. Et c'est la première génération d'Adam, en fait, c'est ces semences-là. Elles devaient être réincarnées. Et elles sont réincarnées dans la génération du déluge. Ok? Maintenant, la génération du déluge, ces âmes, elles étaient corrompues par l'immoralité. Et elles ont toutes fauté avec la Brit Mila. 2e fois. Ok. On n'a pas réussi une première fois? On n'a pas réussi une 2e fois? On continue une 3e fois. Génération de 1. Ça veut dire qu'il y a eu l'immoralité pendant la génération du déluge. On sait qu'ils sont allés avec des animaux. Ils ont... Voilà. Voilà. Donc, ils ont endommagé leur Brit Mila. Ils n'ont pas eu des relations pures avec des femmes pures, quoi. Donc, ça, c'est l'immoralité de la génération du déluge. Ensuite, 3e génération, c'est la tour de Babel. Tour de Babel, ils construisent des tours. Ils font une faute, c'est l'idolâtrie. Ils montent. Ils croient qu'ils sont plus forts qu'Hachem. Ils construisent des briques, des pierres. Ils construisent des tours. Vous allez comprendre où je vais en venir. Essayez de comprendre. Ils construisent des briques, des pierres. Bref, et on continue.
Et donc après cette génération-là, hop, génération de Sodome, génération de Lavan quand il était, et ben, elle s'est réincarnée à ce moment-là. C'est la 4e fois. Et la 5e fois, elle est venue au moment de l'exil d'Égypte. Et voilà, donc ça c'est le dernier moment. Ça y est, Hachem il a dit ça y est. Donc, quand il y a réincarnation, hein, quand il y a un Gilgoul, il y a une réparation. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour rien. Si tu es là aujourd'hui, Baolam Hazé, c'est pour réparer quelque chose. Okay, toi, tu as une mission. Ta mission, c'est une réparation. Tu n'en as pas qu'une. Il y a une grande principale. Mais voilà, tu dois des traits de caractère, des midotes, ta façon de faire, changer. L'homme, il est né pour changer. La personne qui dit je suis né comme ça, tu ne vas pas me changer. Eh bien, non. Il faut lui faire comprendre que tu es venu pour changer. Tu es venu avec des traits de caractère, tu dois changer. Ok ? C'est pas parce que tu t'appelles Kevin que... Elle n'a pas lâché Kevin. Maintenant, si on regarde ces générations, en fait, l'histoire, elle se répète. Parce que c'est Mida Kenegen Mida. Pourquoi? Parce que la génération d'Adam, déjà, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Ok? Moshe, il est mort à 130 ans. 130 ans. Ok. Déjà, Adam et Moshe, je vous invite à regarder le cours sur... non, c'était Noach et Moshe, parce que Noach, c'est le Gilgoul de Moshe, Slicha. Mais en gros, déjà, il y a un premier parallèle dans la première génération d'Adam et la génération de Moshe, c'est 130, le chiffre 130. Ça, c'est un. Deuxièmement, et là, on va monter crescendo, la génération du déluge. Alors, ils ont fauté par la Brit Mila, ok? On a dit, ils ont fait l'idolâtrie, la génération du déluge, ils étaient complètement... c'était l'immoralité complète. Hachem, il a dit, je vais faire un maboule, je vais enlever tout ce qui se passe, il n'y a que Noach qui va survivre dans sa génération. Ok? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la génération de Moshe en parallèle, de la génération du déluge? Ok, ils ont fauté par la Brit Mila à ce moment-là dans le déluge, ils sont morts noyés. Pareil, on va mettre les enfants, les bébés, Pharaon, il va faire un décret qu'ils vont être aussi jetés à la mer, morts noyés. Pareil, ils ont eu Mida Kenegal Mida. Les deux générations, ils sont morts de la même mort noyés. Parce qu'ils ont fauté de la même façon. Ensuite, la tour de Babel, ils ont fabriqué des briques, et ben ils vont construire Pithom et Ramsès. Et ils vont construire avec des briques. Et il y a écrit, ils ont construit avec des briques, nanana. Et donc là, encore en parallèle, ça se suit. Et parce qu'il y a écrit, rendirent leur vie amère par un dur labeur, par l'argile et les briques. Et il y a écrit qu'ils ont construit des villes et des grandes tours parce que face aux tours qu'ils ont construites contre Hachem, ils se sont rebellés contre Hachem pendant la tour de Babel, et bien là aussi pareil. Donc vous avez compris, on a Adam Arishon 130 ans, on a Moshe 130 ans, on a la génération du déluge, le Maboul, qu'ils ont été dans l'eau. Pareil pour les enfants. Après, on dit aussi que Noach et Moshe, ils sont liés parce que Noach, il a été dans une teva et Moshe aussi, il a été dans une teva. Donc ça, c'est dans le cours où je parle du parallèle entre Noach et Moshe, que je vous invite à regarder. Et après la tour de Babel, ils ont construit contre Hachem, ils vont construire pour Pharaon. Donc voilà. Donc tout ça, en fait, c'était juste pour nettoyer les clipotes. Okay, les clipotes, c'est l'écorce que l'homme, il a et qu'il faut essayer de se séparer. Et à chaque fois qu'il revient en réincarnation en Gilgoul, il va connaître la même fin s'il n'essaye pas de réparer ça. Donc c'est un avertissement, en fait, pour nous-mêmes. Comment faire attention à ça. Et donc la métaphore de l'or que je vous disais au début, c'est pour comprendre le processus de la réincarnation des âmes. Comment Hachem, il fait tout Mida Kenegal Mida, ok, ça on le sait dans les diplés, et on le sait dans tout ce qu'il fait, il fait tout Mida Kenegal Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure, mais il faut passer par plusieurs étapes et plusieurs reprises pour devenir totalement pur à la fin, pour mériter, parce qu'on dit que, attends, 210 ans d'esclavage, mais ils ont souffert, mais ils ne méritaient pas souffrir. Bon, maintenant, on a compris que si, entre guillemets, ils méritaient de souffrir, puisqu'ils devaient réparer. C'est une réparation de la souffrance. Donc, sinon, il n'y aurait pas de souffrance, comme dirait Levana dans son cours. Une souffrance, c'est là pour quelque chose. Il y a un but à une souffrance. Sinon, elle n'existerait pas. À part la souffrance que l'homme, il se met soi-même d'être pas bien, et dans le jikaon, et dans tout ça. Ça, c'est pnimi, c'est richi, et c'est naturel, mais pour soi-même. Mais là, c'est Hachem qui a voulu faire une réparation et donc ça a fait qu'ils sont revenus en Gilgoul plusieurs fois ces générations. Donc quand on parle des générations de l'exil, on parle de cette génération-là. Cette génération qui a fait tous les Gilgoulim pour revenir à ce moment-là. Et donc c'est là que Hachem il a décrété qu'il y aurait un Gilgoul en Égypte, un dernier Gilgoul, dans de grandes souffrances pour
extraire, nettoyer et réparer la dernière génération. Pour qu'à la fin, Vayehi Or, ils voient, ils ont reçu la Torah. Ça veut dire qu'ils ont réussi. Baruch Hashem, tout est bien qui finit bien. On est tous contents. Et donc voilà, maintenant, pourquoi on lit donc les Teilim? Parce qu'on dit que les Teilim, Mi Gemale Gevurot Hashem, Yashmia Kol Teilato. On a le mot Gevurot, ça veut dire, le Gevurot, c'est le Jinim, ça veut dire tout ce qui est, comment on dit le Gevurot? La justice, exactement. Teilato, c'est les Teilim. Donc pour adoucir la rigueur, pour adoucir les Gevurot, les Jinim, il faut lire les Teilim. Genre, c'est une réparation. Bon, après, entre parenthèses, Rabbi Nachman, il y a le Tikkun HaKlali. Bon, moi, je suis obligée de citer Rabbi Nachman au moins une fois dans mes cours. Et donc, il y a le Tikkun HaKlali. Donc, c'est vraiment au moment où il décède. Donc, vraiment, à la fin, il dit à Rabbi Nathan, qui était son élève, il dit, donne-moi une feuille et un stylo, je vais vous dévoiler c'est quoi la réparation de Zera Levatala, de la Brit Mila. Et il a créé, il a mis en place les 10 Teilim, qui sont juste les 10 Teilim qui sont dans les livres de Teilim, mais une combinaison spéciale qui fait que si on le lit tous les jours, Tikkun HaKlali, ça répare Zera Levatala. Donc voilà, ça c'est le Tikkun HaKlali, donc il faut vraiment lire les Teilim. Pas que pour ça, mais aussi pour toutes les bakashot, parce que ça adoucit les djinim. Ok. Donc voilà, ça c'était premièrement sur la première phrase. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Attendez, parce que je connais pas en fait le A1. Attendez, j'ai beaucoup écrit. Oui, je vais parler d'un point qui est hyper important pendant la sortie d'Égypte. C'est et ce qui a permis de tenir pendant cette période-là, c'est surtout l'héroïsme des femmes juives. Ça veut dire que hormis qu'il y a eu Yocheved et Myriam, ok, qui sont les deux piliers, les deux femmes fortes de cette paracha, ok, de ces personnages, parce que c'est vraiment comme un récit et une histoire. C'est vraiment, à ce moment-là de l'exil, il faut savoir que tout le monde a été mobilisé, ok, mais ça ne s'est pas fait comme ça. En fait, l'histoire raconte qu'un jour, ils ont vu qu'ils étaient beaucoup trop nombreux. Il y avait des sextuplés, les femmes, elles accouchaient beaucoup plus vite que la musique, ça allait beaucoup trop vite. Pharaon, il a dit, ok, faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, première chose, on va décréter un travail. On va dire à tout le monde d'aller travailler, de construire Pithom et Ramsès. Et là, il y a eu des grandes affiches. Venez servir le pays, portez-vous volontaires pour aider. Le premier à arriver sur le chantier, c'était qui? C'était Pharaon lui-même. Pharaon, il est venu et il a commencé à mettre la première pioche et a commencé à faire. Pour que personne ne dise, ah, si Pharaon, il le fait, alors nous aussi, on doit le faire, en fait. Donc, ils sont venus après. Mais en fait, les Égyptiens sont venus. Il faut savoir qu'au début, il y avait des Égyptiens. Et il y a même des grands conseillers, des grands rois, ils sont venus. Ça, on ne le sait pas. Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. En Égypte, c'est Pharaon qui est venu en premier. Il y a les Égyptiens qui sont venus. Mais petit à petit, les Égyptiens sont sortis de la photo, en fait. Ils sont partis. Et il restait que les béné Israël, qui étaient encore les béné Yaakov à cette époque-là. Ils n'étaient pas encore béné Israël. Et ils voyaient que... Et au début, ils avaient tellement de hitlavut, vraiment, c'est-à-dire, comment on dit hitlavut? Vous avez compris, genre, d'enthousiasme, que le premier jour, ils ont dit, ouais, regardez comment on est fort, les Bnei Yaakov, ils ont commencé à faire des briques, des machins, des trucs. Mais le lendemain, comme vous connaissez l'histoire, ils leur ont dit de refaire la même quantité, sauf qu'ils n'avaient plus la même énergie. Et à chaque fois, ils avaient les comptes et ils notaient, et voilà. Et donc, Pharaon est parti, les Égyptiens sont partis, et là, ils ont mis des policiers contre eux, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en esclavage. Ils ne se sont pas retrouvés en esclavage genre, du jour au lendemain. C'était un processus, en fait. C'est un long processus. Ça a été réfléchi. Et sauf la tribu de Lévi. Alors, Lévi, c'est la seule tribu que Hachem... non, c'est pas Hachem, c'est Yaakov qui a dit au moment de partir, il a dit à Lévi, il leur a dit, non, vous n'allez pas être touchés par... vous allez que étudier la Torah. Vous, votre tafkid, c'est que étudier la Torah. Donc eux, ils ont dit directement aux Égyptiens, je suis désolée, mais nous, on nous a demandé d'étudier la Torah, donc on ne vient pas. Les Égyptiens, à partir de là, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils les ont laissés, et eux, ils pouvaient étudier toute la journée, le Shabbat, ils avaient toutes les fêtes, les machins, les trucs. Et eux, les autres, ils étaient en train de galérer dans la boue et machin, et les Lévis, ils n'étaient pas concernés puisqu'ils étudiaient la Torah. Donc ça montre que celui qui a étudié la Torah, qui est dans le Avodat Hashem, ne sera pas dans le... Il sera préservé. Ouais, il sera préservé aussi. Il sera préservé, exactement.
Maintenant qu'il y a les policiers qui ont été mis et tout ça, l'héroïsme des femmes juives, elle est venue à ce moment-là. Hachem, il a fait un miracle, il avait plein de miracles à ce moment-là. C'est que quand les femmes, elles allaient dans les fleuves, elles trouvaient toujours du poisson, elles étaient là pour leur mari et leur dire « T'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas ». Elles étaient un soutien moral pour leur mari. Elles étaient là et elles lâchaient pas. Et on dit que c'est grâce à elles aussi qu'on a les miroirs qui vont être mis après dans le Mishkan. Ils ont pris les miroirs des femmes parce qu'elles se faisaient belles pour leur mari et à ce moment-là de l'exil, et elles ont dit je vais donner tout le koar pour que mon mari puisse travailler parce que je sais que c'est dur pour lui. En plus, Pithom et Ramsès c'était dans des marécages, ça veut dire que c'était impossible à construire. Si on vraiment rentre dans le contexte, c'est pas des villes où tu pouvais pas sortir une tour de cet endroit-là, c'était impossible. Voilà, donc elles ont donné à leur mari du réconfort et de l'encouragement pour sortir. Pour avoir le moral et réussir à essayer de continuer. Maintenant, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, à quel âge il a fait sortir, à votre avis, les béné Israël à quel moment la Géoula est venue pour l'exil égyptien? À quel âge il avait, Moshe Rabbeinu? Non, presque. 80. Pardon. Il avait 80 ans. Pourquoi il avait 80 ans? Alors, il faut savoir que déjà, sa mère, Yocheved, on dit qu'elle est née entre les remparts. Ça veut dire qu'elle était la génération dans les 70 âmes. Elle est rentrée, genre Yocheved, c'est la mère de Moshe. Elle est passée entre les remparts. Et donc, Moshe, quand il est né, donc ça, pour rappeler, son père, c'est Amram. Okay, on dit que Amram Lévi, okay, c'était de la tribu de Lévi. Lévi, c'était l'élite. Okay, mais Amram, c'était le chef de l'élite de toutes les autres générations. Okay. Et là, Amram, il a dit, il faut se séparer des femmes parce que parce que Pharaon, il jette tous les enfants dans le Nil et il faudrait qu'on arrête ça, donc on sépare de nos femmes. C'est là que Myriam, sa fille, est venue et lui a dit, non papa, toi tu sépares les femmes, alors ça veut dire que tu prives d'avoir aussi des filles et pas que des garçons. Donc toi, tu es pire que Pharaon. Elle lui a dit, toi tu es pire que Pharaon parce que Pharaon, il a mis un décret que contre les garçons, alors que toi tu mets un décret pour les garçons et les filles. Et du coup, il s'est remarié de sa femme. On dit que sa femme, Yocheved, elle est redevenue une très très belle femme. Et de là, ils ont eu Moshe. Et Moshe, bon, on connaît tous l'histoire, mais faut savoir qu'au moment, donc j'avance, au moment où il grandit dans le palais de Pharaon et tout ça, et qu'il voit l'asservissement de ses pères, enfin de ses frères, voilà, il est pas bien. Et là, il se passe quelque chose devant lui. Vous connaissez tous cet épisode-là, cet événement où il y a deux juifs qui sont en train de se quereller. Et à côté, il y a un Égyptien. Et à la fin, il dit qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne va pas rentrer dans le débat, c'était qui les deux personnes. Et il tue l'Égyptien avec le Shem Hachem. Le Shem Hamephorach, il dit il y a quelqu'un pour racheter cette âme. Il n'y avait personne. Est-ce qu'il y a dans cet Égyptien une bonne descendance? Il y a au moins un tzaddik qui va sortir? Pas de réponse, ça veut dire que non, il a tué avec le Shem Hachem. Et là, il a dû partir. Il est parti où? Il a fait des arrêts. Voilà. Il a fait des arrêts, ouais. Ça, avec Shana, on l'a appris il n'y a pas longtemps. Il n'est pas parti à... Parce que nous, on a fait un cours il n'y a pas longtemps avec Shana. Yeah. Ah bon, je ne l'ai pas lu encore, j'ai pas vu encore, mais moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Alors, il y a écrit qu'après, il est parti à Midian. Il n'est pas parti à Midian directement, ok? Il est allé 40 ans à Couche. C'est à côté de l'Éthiopie, ouais. Je suis pas très forte en géographie, mais je pense que c'est là-bas. et donc, pendant 40 ans, il y a un vrai épisode qui se passe là-bas. Pendant 40 ans, il se marie, Moshe, avec la princesse, enfin la reine de l'époque. Bon, il a aucune relation avec elle parce que lui, il est juif. Il met une épée entre deux. Et pendant 40 ans, il est là-bas et il gouverne. On dit que, en fait, il y a comment ça s'appelle? Pharaon. Au moment où il y avait Moshe qui était avec lui, quand il était bébé encore, il s'est dit c'est peut-être lui le roi des Juifs en fait. C'est peut-être lui le roi des Juifs. Et il s'est dit bon, je vais prendre mes conseillers pour prendre conseil. Et donc il y avait Yitro, c'était un de ses conseillers, ok. Il y avait Job, je crois, et il y avait le troisième, je l'ai écrit mais je ne me rappelle plus. Comment il s'appelle? Bilam, Nahon, il y avait Bilam, ok. Donc ils étaient les trois là. Bilam, il a dit, faut tuer Moshe, faut tuer les Juifs, c'est sûr c'est un Juif. Ça, c'est Bilam. Job, il a rien dit.
Et le troisième, Yitro, il a dit non, faut pas toucher aux Juifs, faut pas toucher à Moshe, on ne sait pas, peut-être, lui, il a été gentil justement, il a dit, voilà. Yitro, il a compris qu'il allait avoir des problèmes, il s'est sauvé à Midian. Job qui n'a rien dit, eh ben, celui qui n'a rien dit, il a tort. Et Bilam, il a été, c'est lui qui a reçu, on a voulu l'écouter, mais on n'a pas écouté. Alors, au final, il est resté Moshe Rabbeinu. Maintenant, Bilam, on dit qu'il est parti parce qu'il avait peur des représailles par rapport avec Moshe. Il est parti à Couche. Il est resté là-bas pendant 40... Enfin, il est resté là-bas, il est devenu roi. Et il a construit des forteresses, en fait, dans le palais de Couche. Ok. Ça, c'est vraiment une parenthèse qui est inconnue au bataillon de la Parashat Shemot. Pourtant, c'est 40 ans de la vie de Moshe. Hein. C'est la moitié de sa vie parce qu'il a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël à 80 ans. Donc, 40 ans, c'est quand même Khachirat Raïm. Hein, qu'il était à Couche. C'est un truc de fou. Bref, moi quand j'ai su ça, je me suis dit quoi, mais depuis quand? Genre chez Mott, moi j'ai le berceau, j'ai les roseaux, tu vois, j'ai pas couche, j'ai pas ça dans l'histoire. Bref, et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce palais-là de couche, il est en forteresse. De deux côtés, il y a des hauts murs qui sont très très hauts, impossible de rentrer. D'un autre côté, il y a des serpents, et du quatrième côté, il y a une digue avec de l'eau. Ok, ça c'est écrit dans le Midrash. Et donc, le problème, c'est que il y a une armée qui devait rentrer là-bas. L'armée, elle devait rentrer triomphante dans son pays. Mais maintenant, Bilam, il a pris possession du territoire, il a construit tout ça. Donc l'armée qui était de base qui devait rentrer, c'est-à-dire l'armée du pays, elle ne pouvait pas rentrer dans son pays. Et là, Moshe, il est arrivé, vu que Moshe il a toujours des bonnes idées. Il a dit, écoutez, je vais prendre les choses en main, vous allez pouvoir retrouver vos femmes et vos enfants, vous êtes revenus de la guerre, vous avez gagné. Et il y a quelqu'un qui a fait un putsch. Ouais, il a pris possession du territoire. Ce que vous allez faire, vous allez prendre des cigognes, ok, et vous allez les apprendre à voler. Alors, ils ont pris des cigognes. Alors, on a appris à voler. Vous vous rendez compte, tout ça, c'est dans la Parashat Shemot, hein, c'est un truc de ouf. Ok, ils ont pris des cigognes, on va leur apprendre à voler, nanana. On est très loin des jeeps, hein, encore, c'est un truc de fou. Et donc, on leur apprend à voler, et là, ils disent, ok, maintenant, pendant 3 jours, vous allez les affamer, ils ne vont rien manger du tout. Ok, pendant 3 jours, elles sont enfermées dans des cages, elles ne mangent rien. Et là, au bout de 3 jours, Moshe, il dit, c'est bon, on va faire l'assaut de la ville de Couche, vous allez pouvoir retrouver femmes et enfants. Ok, et par où on va rentrer? Premier mur trop haut, deuxième mur trop haut, troisième mur, il y a des digues avec de l'eau. Quatrième mur, il y a des serpents. Vous allez prendre vos cigognes, ok. Vous allez monter dessus. Maintenant qu'elles savent voler, elles vont manger les serpents et on va pouvoir rentrer par l'endroit où il y a les serpents. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et grâce à ça, ils ont réussi à rentrer dans la ville de Couche, enfin dans le royaume de Couche, qui était enfermé. Et donc à ce moment-là, ils ont remercié Moshe. Et en le remerciant, ils lui ont dit, on va te donner la femme du roi qui est décédé. Il s'est marié avec elle et c'est là où il est devenu roi pendant 40 ans. Ok. Mais ça, en fait, si vous voyez, c'est les choses cachées d'Hachem. Parce qu'il s'est dit, il faut encore un peu de temps d'exil égyptien. Il faut encore ces 40 années-là. Et donc, une fois qu'il a fini sa mission à Couche, ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le fils de la reine est devenu grand et il a juste repris le pouvoir tout simplement. Parce que lui ne donnait pas de descendance à sa femme vu qu'elle n'était pas juive. Et donc, il a dit, je vais partir à Midian. Et c'est là où il est parti à Midian et il est devenu berger. Okay, c'est une grande parenthèse qui est pas connue, en fait. Et donc, il est allé à Midian. Et là-bas, il a rencontré Yitro. Yitro qui était à la recherche de la vérité. C'est-à-dire, il servait des idolâtries et tout. C'est pour ça qu'il lui a dit, ton premier fils, tu vas pas lui faire la Brit Mila. Maintenant, ça lui a porté préjudice parce que quand, une fois qu'il a... Donc, mais c'est même pas fini parce qu'une fois qu'il est allé à Midian, il est resté là-bas et dès qu'il est arrivé, donc il a aidé, comme on connaît l'histoire, il a poussé le puits et il a aidé les filles de Yitro, les 7 filles d'Yitro à boire, il faut que leur chameau ils puissent boire l'eau. Et ensuite il est rentré, Yitro il a accueilli, il lui a dit oui qui tu es, il dit moi je m'enfuis d'Égypte. Voilà, tu t'enfuis d'Égypte, va 10 ans en prison et là tu repars pour 10 ans. C'est-à-dire que 40 ans à Couche, 10 ans en prison et là au bout de 10 ans, Tsipora, il dit à son père, papa, tu te rappelles, il y a 10 ans, tu as sorti quelqu'un de prison, et il y a quelqu'un qui est en prison là? Il lui dit, oui, mais il est mort, ça fait 10 ans. Elle dit, non, moi j'ai entendu sur les Béné Israël que Hachem, leur Dieu, il fait des choses extraordinaires. Tu devrais aller voir, je suis sûre qu'il est encore vivant. Et là, Yitro, il va,
Et il le voit, il est encore vivant. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste Tsipora à côté qui était très amoureuse du monsieur, qu'elle lui a donné à manger tous les jours. Donc il n'y avait rien de surnaturel. Mais Yitro a trouvé ça tellement magnifique, il a dit, ouah, trop beau, tu veux pas te marier avec Tsipora? Il a dit, ça tombe bien. Et donc l'histoire, on connaît tous, il s'est marié avec Tsipora. Tsipora, c'est aussi le Tsipor, ça veut dire qu'elle a permis de tout nettoyer la maison de Yitro. Bezrat Hashem, quand on va arriver à Yitro, je vais vous parler de Yitro et Vitour et Ruth. Franchement, un des cours qu'il ne faut pas rater si tu vas pas à Yitro. Je suis sûre que c'est la semaine où je ne suis pas là en plus. Bref. Mais en tout cas, c'est Tsipora, c'est voilà, la femme Eshet-Raï, la femme vertueuse. Il y a Myriam, il y a Yocheved, il y a Tsipora. C'est elle qui, c'est le pilier, c'est la femme de Moshe, quoi. Et donc, il reste là-bas, ok, il devient son gendre, super, il devient berger, ok, on commence à monter dans la prise parce que là, on était bien en bas. On ne sait pas comment on va sortir d'Égypte. Hein. Moshe, il est occupé à autre chose. Il est dans un royaume, il est en prison. On est bien loin d'ouvrir la mer en deux. Hein. On est très loin de ça. Et donc, il dit, ok, là, Hachem, il s'est révélé à lui dans le buisson ardent. Et il a dit à Yitro, il faut que je parte. Et Yitro, il a dit, bon, ok, pars, j'emmène femme et enfant. Il a emmené tout le monde. Et là, sur le chemin, il y a un ange qui est venu manger, avaler, on va dire, Moshe, jusqu'au niveau de sa Brit Mila. Et là, elle a compris, Tsipora, que c'est parce que son premier fils, Gershon, il n'avait pas fait la Brit Mila. Gershon, ça veut dire étranger, parce qu'il a appelé son fils étranger. Je suis un étranger sur cette terre, parce qu'il était, il était étranger à Midian. Et donc, elle a pris une pierre, ok, Tsur Mera va Setov, c'est Tsur, elle a pris la pierre, ok, et elle a fait la Brit Mila à son fils, pour que son mari puisse vivre, ok. Je vais refaire une toute petite parenthèse sur quelque chose que j'avais déjà dit, mais je trouve que c'est tellement important que je vous redis. Quand je parle des femmes vertueuses, c'est que, comme je vous ai raconté une fois, il y avait au Olam Haba un vrai débat, il y a eu une marque loquette sur c'est qui la femme qui a réussi avec Moshe à mettre au monde Moshe, en fait. Donc, la première qui est venue, c'est Yocheved. Elle a dit, je suis la mère biologique. C'est moi qui ai emmené Moshe Rabbeinu. Et Bathia, elle est venue, elle a dit, non, c'est moi. J'ai élevé Moshe Rabbeinu. Donc, c'est moi qui a fait ce que Moshe est devenu. Hein. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. C'est l'adage, et bien c'est ça. Et donc, ça, c'est Bathia. Elle dit, non, c'est moi qui l'ai éduqué. Non, c'est moi qui l'ai mis au monde. Et là, il y a Myriam, elle dit, non, c'est moi, sa sœur. Parce que si je ne l'avais pas surveillé quand il était sur le Nil, il aurait été mangé par les animaux. Et si je n'avais pas dit à Bathia, et si je n'avais pas fait ça et tout, c'est grâce à moi. Donc c'est grâce à moi. Ça, c'est la sœur. La femme est venue. Hein, imaginez une table avec Moshe, belle-mère, belle-sœur et c'est Batzlacha. Et donc Yocheved, elle arrive. Donc Yocheved, on a dit, Myriam, oui, avant Tsipora, donc c'est qui a parlé? Bathia. Et Tsipora, elle a dit, mais non, c'est moi, parce que si, à ce moment-là, j'avais pas pris la pierre pour faire la circoncision à mon fils, mon mari, il serait mort, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Voilà. L'histoire, elle serait arrêtée là. À la fin, qui a gagné? Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit? C'est la femme. Non, personne. Ça veut dire que Hachem, il a dit, Koulam Sotkot, je vais vous donner une yeshiva au Lamaba à chacune. Bathia, elle a sa yeshiva pour les convertis. Tout le monde a sa yeshiva. Il y a Yocheved, il y a Myriam. Voilà. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Elles sont toutes très contentes, elles ont eu leur yeshiva Baruch Hashem. Et donc voilà, ils arrivent, ils sortent d'Égypte, ils sortent de Midian pour aller en Égypte, ils arrivent, et là, très beau moment de retrouvailles entre Aaron et Moshe, les deux ils se rencontrent, et là, c'est le moment où on se dit, ok, il y a eu les 12 frères qui ont été méchants avec Yosef, enfin les 11 frères qui ont été méchants avec Yosef, et là, c'est vraiment le moment de la rencontre entre deux frères, donc tout est bien qui finit bien, quoi. Tu vois qu'il y a des frères qui s'aiment pas. Et là, il y a Aaron et Moshe. Et le pire, c'est que Aaron, au moment où Moshe lui a dit, c'est moi qui vais être celui qui va délivrer le peuple, Aaron, au lieu de dire d'être jaloux, il a été content pour lui. Donc ça montre vraiment qu'il y a une réparation à ce niveau-là, au niveau de la fraternité. Vous me suivez ou pas? Je trouvais ça très très beau. Ils en parlent justement, ils disent que ces retrouvailles-là, il a été tellement heureux pour son frère que Baruch Hashem, grâce à ça, Aaron, il a été Lévi, il a été Kohen Gadol, et il a eu un poste hyper important aussi. Kohen Gadol, quoi. Zélostam. Et donc voilà. Faut savoir que, et je vais finir avec ce point-là, c'est un dernier point avant que je termine, c'est qu'il y a 4 domaines qui ont distingué les Juifs pendant la période de l'exil parmi les Égyptiens.
4 domaines. Donc déjà, c'est pas la Brit Mila malheureusement parce que il y a que Lévi qui ont gardé la Brit Mila et les autres n'ont pas gardé la Brit Mila. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la circoncision, hein, netto. Mais sinon, il n'y a pas eu de rapport avec les femmes égyptiennes. Juste un, c'est Shlomit, et c'est écrit dans la paracha, mais c'est tout. C'est le seul cas qui est répertorié. Donc, ils ont gardé leur prénom. Ils disaient parce que leur prénom était beaucoup trop beau pour qu'ils prennent des prénoms égyptiens. Donc, ils ont dit non, nous, on va s'appeler par nos prénoms. C'est beaucoup plus beau. Deuxième chose, ils ont gardé leur langue. Donc, ils continuent à parler en hébreu. Voilà. Et le Lashon Kodesh. Troisième chose, ils ont gardé leurs vêtements. Aussi, par une question de culture, ils disaient que leurs vêtements étaient beaucoup plus beaux que les vêtements égyptiens. Et quatrième chose, ils ont agi avec bonté les uns les autres et ils n'ont pas dénoncé leur prochain. Ce qui est, je trouve, une très très bonne mida. Genre de ne pas dénoncer son prochain. On sait qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué pour nous. Et qu'est-ce qu'on apprend de nous aujourd'hui sur ces 4 points? C'est que ces 4 domaines, ils doivent nous servir de guide pour notre exil à nous. Parce que même si on habite en Israël, on est encore en exil. Okay, nous, Baruch Hashem, c'est beaucoup plus facile que les autres de garder le Lashon Kodesh parce qu'on habite en Israël. Hein, on va chanter la Tikva dans 2 minutes, les voilà. Le Lashon Kodesh. Les vêtements, ben, on est un peu européens, genre dans notre façon de nous habiller. Maintenant, les Kharidis s'habillent encore Shachor Lavan. Enfin, il y a plein de significations, mais on voit, ils se distinguent. Et on voit que c'est des Juifs par rapport à leur façon de s'habiller. Et nous, dans notre exil à nous, on doit faire attention à ces 4 points-là, quoi. C'est-à-dire notre langue, nos prénoms, garder nos prénoms. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Moshe, le pauvre Kevin. Non, je vais arrêter avec lui, décidément. Mais voilà, c'est les 4 domaines qui permettent que l'assimilation, elle ne progresse pas. Voilà, si tu fais attention à ça, c'est des points tellement bateaux, mais en fait, c'est le pilier pour que toi, dans la transmission même de ta famille, quoi. Ah oui, alors je répète les 4 points. Le premier, c'est les noms, les vêtements, la langue, le Lashon Kodesh, et agir avec bonté les uns les autres, et ne pas se dénoncer. Ok? Donc voilà, ça, c'est les 4 points. Un dernier point, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ça, j'ai dit. Ben voilà, ça y est, j'ai fini, j'ai tout dit. Voilà, Toda Rabba les Kila. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, Bessimcha, et vraiment cette paracha, c'est vraiment pour moi la plus belle des parachas, Pélé Plaot. Genre vraiment splendeur des splendeurs. Donc Toda Rabba Laksha.